Je vous propose avant tout de réfléchir autour du sens des mots. Puis je crois aussi que c'est une tradition chez les philosophes quand même de s'intéresser sur le sens des mots. Alors, et là, je déclare tout de suite mes conflits d'intérêts. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Je suis pédopsychiatre, comme l'a dit Steve, mais du coup, si je veux réfléchir sur ma discipline, je suis obligé de lire des trucs qui vont dans tous les domaines. Et donc, je vais vous parler de choses que je ne maîtrise pas. Mais c'est la vie. C'est la vie. Encore une fois, l'important c'est d'être humble par rapport à ce qu'on sait. Et ben voilà, je raconte des bêtises régulièrement. Et vous êtes en master et c'est à vous aussi de me le dire et de le noter quand je dis des bêtises. Alors, on va partir du début. Hein, le début, c'est le malade. Et alors, quelle est la définition d'un malade? Alors, en France, parce qu'à l'étranger, c'est pas pareil. Figurez-vous que rien qu'en anglais, la notion de malade, c'est pas si évident que ça. Hein, puisqu'en anglais, il y a patient. Mais patient, en fait, c'est l'utilisateur du système de soins, en fait. C'est le patient. Vous voyez, le patient, il vient me voir, il est un utilisateur du système de soins. Ils n'ont pas, et ça c'est vraiment très intéressant, la notion de malade n'est pas vraiment aussi forte que chez nous. Mais on se retrouve, bien sûr. Hein. On fait bien les mêmes métiers. Mais là, il y a déjà une petite différence au niveau du langage, et ça n'est pas anodin. Alors, en tout cas, en France, nous avons le mot malade. D'ailleurs, qui, de façon assez catastrophique, ressemble beaucoup au mot maladie. Et c'est catastrophique parce que, bien sûr, eh ben, spontanément, vous demandez à des étudiants en médecine, mais alors c'est quoi un malade? Ben, c'est quelqu'un qui a une maladie. Alors, au-delà de ça, pour les gens qui ont un peu lu en France, derrière le malade, il y a Canguilhem, que vous connaissez forcément. Le malade, c'est celui qui sonne à la porte du médecin. Parce qu'il y a une plainte, et donc et la plainte fait qu'il ressent le besoin d'aller voir un professionnel de santé, en l'occurrence un médecin. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le normal et dans le pathologique, il y a ça, comme à un moment donné, donc il y a cette petite définition, et puis il y a une autre bas de page en disant « Ah mais oui, mais c'est pas pareil pour les maladies psychiatriques ». Et en fait, il a tort. Il a tort, on va le voir. Il a tort et je pense que c'est parce qu'il n'a pas été assez confronté aux maladies psychiatriques. C'était pas sûrement pas, en tout cas, l'objet principal de ses études. Alors, et je pense, cette histoire de malade comme celui qui sonne à la porte du médecin, bien sûr, c'est faux, on est bien d'accord, il y a des mamies qu'on amène aux urgences parce qu'elles vont pas bien, elles demandent rien à personne, mais elles sont déshydratées, elles veulent rentrer chez elles et elles ont tort parce que ça va mal se passer, elles sont seules au 6e étage sans ascenseur, et donc on leur dit, Madame Machin, on va vous garder, et alors qu'elle n'est pas d'accord, il n'y a pas de plainte, etc., mais on la garde. Donc, on est bien d'accord, et en psychiatrie c'est la même chose, bien sûr, mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est... quelque part, je souffre et je vais voir quelqu'un pour régler cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment, je dois dire que c'était simple, hein, c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb, mais encore fallait-il le dire. Et si vous voulez, franchement, dans ma pratique de soins, on va y revenir beaucoup, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'est très simple et c'est très efficace et c'est très humain. C'est très le soin. Voilà, le soin, c'est la réponse à une plainte. Alors, néanmoins, là où je suis pas d'accord avec lui, il a fait les 3 quarts du boulot, ce qui est énorme. Hein, mais il en reste un quart, c'est que, ouais, la plainte, mais c'est quelle plainte? Et vous me voyez venir en psychiatrie, quelle est la plainte? Et même en pédopsychiatrie, quelle va être la plainte? Parce que figurez-vous que ça, c'est très concret. À ma consultation, eh bien, plus d'un de mes patients sur 2 n'a pas de plainte. Et donc du coup, c'est un peu problématique. Mais on va y revenir largement. Alors, je dirais oui, il y a une plainte, mais je rajouterai une rupture phénoménologique. Voilà, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez, prenons un exemple concret. Vous avez eu tous une gripouille.
Voilà, une infection virale. Et d'ailleurs, il y en a même peut-être parmi d'entre vous qui ont eu le Covid, hein, qui est une espèce de grippe qui peut être plus ou moins sévère, mais c'est un peu la même symptomatologie. Sauf que la sévérité est décalée vers le plus grave. Vous avez des gens qui ont eu Covid qui n'ont eu rien, bon ben d'accord, donc ils n'ont pas été malades. C'est des non-malades avec une maladie. Ça, c'est vraiment une invention occidentale. Hein. Des gens qui ont une maladie, on a dit, ah, vous avez le Covid. Ah bah non, bah moi j'ai rien eu. Bah si, vous avez des anticorps. Bon. Vous avez eu des gens, la plupart, hein, ont eu un syndrome viral respiratoire. Voilà. Alors il y en a eu, je vois mes enfants, certains en ont eu ça. Oh ouais, ils ont eu mal à la tête. Ah ouais, bah ça doit être le Covid. Bah, est-ce qu'ils étaient malades vraiment? Il y en avait, elle avait mal à la tête, hein. Ouais, elle a eu une céphalée, mais franchement, après une grosse gueule de bois, ça faisait la même chose. Hein. Après une gueule de bois, est-ce qu'on est malade? Ah, on a, non, vous voyez, hein, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Dans la vie, il y a des moments où ça va mal. Et on le sent, quoi. Ah, j'ai mal à la tête, ah, je tousse. Et d'ailleurs, on ne va pas dire qu'on est malade, on va dire j'ai la crève. J'ai la crève. Quand on dit j'ai la crève, on ne dit pas forcément je vais sonner à la porte d'un médecin parce que je suis malade. Non. On commence à prendre sur soi. On est en deçà de la rupture. Et puis il y a des gens, avec la même pathologie, ils vont être en rupture et vous êtes tout au courant, ou tous, enfin je dis toutes parce que je vois beaucoup de femmes devant moi, donc je dirais toutes par commodité. Vous avez des patients, et là on le voit bien avec l'épidémie, je ne peux plus respirer. Et ne pas respirer, vous savez, c'est terrible. C'est-à-dire, ne pas avoir d'air, hein, vous savez, c'est un peu une tarte à la crème de la psychologie. Maslow, là, le besoin le plus important chez les humains, ça serait de pouvoir respirer. Et d'ailleurs, c'est vrai. Hein. Quand vous êtes sous l'eau et que vous ne pouvez pas respirer, on n'emmène pas large. Et après, c'est boire, et etc. Donc, ne pas pouvoir respirer, c'est terrible. Et donc, là, vous avez des gens dyspnéiques, ils ne peuvent plus respirer, et là, c'est le désespoir. Et d'ailleurs, vous entendez, là, en Inde, hein, ils n'ont plus d'oxygène, les gens sont désespérés. Et bien là, il s'est passé une rupture phénoménologique, c'est-à-dire, moi, en tant qu'être humain qui vit, d'habitude, j'ai des hauts, j'ai des bas, et je vous garantis qu'en Inde, les hauts et les bas, ils en ont tous les jours. Hein, juste pour ma spécialité, vous voyez, en Inde, hein, plus d'1 milliard d'habitants, 300 millions d'enfants, 60 pédopsychiatres. 300 millions d'enfants, 60 pédopsychiatres. Donc vous imaginez un peu le bazar. Et voilà, mais non, et ils font avec, voilà, ils n'ont pas à manger, et alors, bon voilà. Mais là, non, je ne peux plus respirer, je ne peux plus, il me faut de l'oxygène, je suis en rupture. Et je suis sûr que vous avez tous eu un jour une grippe ou un truc comme ça, ou même une entorse sévère. Hein. Vous voyez, on s'est foulé la cheville, c'est pas grave, vous faites une entorse sévère, vous ne pouvez plus poser le pied. Hein. Et vous savez très bien qu'il faut aller aux urgences pour savoir si la cheville n'est pas cassée. Voilà. Et c'est à un moment donné, il y a une rupture dans ce que je suis moi en tant que sujet. Et c'est ce qui fait que je vais faire appel à un professionnel de santé, je me reconnais comme malade. Alors ça se discute, hein. Ça discute. J'ai des collègues qui disent qu'ils sont pas d'accord, qui disent ah ouais mais alors c'est quand la rupture, c'est quoi, etc. Pour moi c'est fondateur. Voilà. Et alors vous me direz ouais mais alors c'est arbitraire. C'est arbitraire. Alors vous d'abord vous savez qu'en médecine il y a plein de trucs qui sont des dimensions. Hein. Prenez l'arthrose du genou. Au-delà de 40 ans, un tiers des gens ont une symptomatologie clinique et radiologique d'arthrose du genou. Mais on s'en fout. Ils ont mal au genou quand ils descendent les marches. Voilà, et où est le problème? C'est chiant, mais c'est la vie. Vous voyez, on n'est pas malade. Mais il y a des gens, maintenant, ils ont du mal à sortir de chez eux. Ils ont du mal à aller voir leurs amis. Ça leur fait mal quand ils dorment la nuit. C'est plus possible de vivre comme ça. Et voilà, j'en ai marre. Ça va pas. Vous voyez, ça va pas. Donc même si c'est dimensionnel, il y a le moment de la rupture. Ok, donc ça c'est le malade. Alors, mais le malade psychiatrique. Alors là, big question.
Le malade psychiatrique, ben je vous le disais, la psychiatrie, c'est la discipline médicale qui s'intéresse aux maladies de l'âme. Ouais, mais alors l'âme, c'est vrai, ça fait old school, hein. Ça fait Moyen Âge. Hein. D'abord, où elle est l'âme? Hein, c'est quoi? Hein? Vous avez déjà vu une âme, vous? Non, alors plus sérieusement, en fait, et c'est là que je trouve que mes collègues samedi étaient à côté de la plaque. Hein. En fait, l'âme existe. C'est ça qui est complètement fou. Ce sont des psychiatres, c'est quand même fou. Euh, ils vivent sans arrêt avec le psychisme des gens. Et ils sont même pas capables de dire que l'âme existe. Alors vous êtes en train de dire, mais il hallucine, l'âme c'est un mot. Non, c'est un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Il est professeur au Collège de France. Vraiment, il a, alors il a montré qu'en fait, dans toutes les cultures du monde, les humains avaient ce qu'on appelle une intériorité et une physicalité. Et en fait, alors pour nous c'est juste évident, si on s'arrête 30 secondes, vous avez une vie intérieure. On dit qu'on est des sujets pensants. Et vous voyez tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que par moments, bah d'ailleurs vous vous souvenez, hein, y a un philosophe français bien connu qui a dit bah, que si j'oublie tout et que j'oublie tout, qu'est-ce qui reste? Je pense. C'est-à-dire, je suis un sujet pensant. Et ça, c'est ce qui existe une fois qu'on a tout oublié. Ben, là aussi, c'est comme Canguilhem, ben, il a dit quelque chose, moi, qui je trouve extrêmement fort, et en tout cas pour un psychiatre, c'est très important. Si vous oubliez tout, ben, on peut douter de tout, de la réalité, du fait que vous existez, du fait que mon ordinateur existe, je peux tout douter, sauf du fait que je pense. Et penser, c'est ce sentiment qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose. Eh bien, figurez-vous qu'en Amazonie, là où Descola a fait son terrain, ben, les gens, ils ont aussi une intériorité. Ce qui change, c'est que cette intériorité, ils la partagent avec la rivière, les animaux, les arbres, etc. Alors que nous, notre intériorité, elle est toute seule à l'intérieur de nous. Et donc, ils différencient comme ça toutes les cultures de la planète en fonction de ce qu'on partage en intériorité et en physicalité. C'est passionnant. Mais donc, du coup, eh ben, ça simplifie beaucoup notre travail de définition. C'est que, en fait, ben, quand vous vous cassez une jambe, ou quand vous faites une entorse, ça vous déjà, ou vous donnez un coup de marteau sur la main, donc ça vous est déjà arrivé. Vous souffrez, vous avez mal, mais cette douleur, elle est sur le doigt qui a été frappé par le marteau. Quand vous avez une colique néphrétique, vous avez mal dans les fosses lombaires. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens ont une colique néphrétique, ils ne savaient même pas qu'on pouvait avoir mal là. D'ailleurs, ils sentent qu'ils ont mal à un truc, ils ne savaient même pas que ça existait. Et ça, c'est source d'angoisse parce que c'est quand même terrible d'exister, d'avoir un corps et on ne sait pas ce qu'on a dedans, et par moments, ce qu'il y a dedans, ça fait mal. Hein? Et ça c'est souvent passé sous silence, d'ailleurs, dans les études de médecine. En fait, un des travaux du soignant, c'est d'expliquer ce qui se passe. Les gens, ils ont mal au ventre parce qu'ils ont eu un staphylocoque. Ben, je vous garantis qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un intestin grêle et un côlon, etc. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? C'est horrible. Donc la douleur est projetée. Alors, on a mal aussi en tant que sujet pensant, hein, bien sûr. Hein. Il y a une douleur et une souffrance, on pourrait revenir sur la différence. Mais voilà, la douleur, elle est projetée sur le corps. Et par moments, la douleur, elle est intérieure à soi. Et je pense que vous l'avez toutes vécu. Peut-être que vous avez déjà eu une rupture sentimentale difficile, peut-être que vous avez perdu un être cher, et bien ce jour-là, on souffre. On peut souffrir beaucoup, beaucoup, puisqu'il y a même des gens qui pensent à se suicider. Hein. Donc on souffre beaucoup, mais on souffre, c'est pas projeté sur le corps, c'est à l'intérieur de soi. Pareil, si vous vous promenez près, tout d'un coup, qu'il y a un énorme chien qui arrive et qui aboie, vous allez sursauter, ça va vous faire mal quelque part. Alors je veux dire, c'est une émotion. Douloureuse. Alors vous direz, ah, la douleur, c'est pas une émotion. Là aussi, on pourrait discuter sur les mots. C'est très intéressant. Allez voir la définition d'une émotion. Allez voir la définition de la douleur. Et expliquez-moi pourquoi la douleur, c'est pas une émotion. En tout cas, un chien à bois, il vous fait peur. C'est à l'intérieur de vous. Même si votre cœur bat très vite, même si vous transpirez, la douleur, elle n'est pas projetée sur quelque chose. Elle est à l'intérieur de vous. Cette souffrance. Ben, la psychiatrie, ça s'intéresse aux sujets qui sont en rupture
du fait de leur fonctionnement psychique, du fait de leur intériorité. Parfois, notre intériorité nous fait mal, et parfois elle nous fait tellement mal qu'on est en rupture. Et bien à ce moment-là, on dit qu'il faut aller voir un psychiatre. Et ça marche assez bien. Hein. Vous voyez, l'anxiété, la dépression, c'est typique. Mais même la schizophrénie, en fait. Hein. Parce que les schizophrènes, avant tout, ils font peur, mais en fait, ils souffrent. Hein. Le schizophrène, il souffre. D'avoir son intériorité qui est complètement disloquée, ça fait souffrir. Bien sûr. Alors, ils ont du mal à le dire. Hein. Donc, du coup, c'est pas... Et puis, tout le monde a la trouille. Donc, on voit que la trouille des autres. On ne voit pas la souffrance du patient schizophrène délirant. Alors vous me direz, ah mais ouais, mais bon, dans l'anorexie mentale, taratata, elles souffrent pas, elles vont bien, elles sont à l'école. Ouais, mon œil, ça dépend comment vous faites l'entretien. Oui, il y a un déni, mais de toute façon, en médecine, il y a des dénis. Hein. Voilà, il y a des dénis, il y a des patients qui ont des tumeurs, qui sont abouchés à la peau, etc. Et bien sûr qu'ils ont une tumeur et que c'est grave. Hein. Ils vous disent, oh mais non, mais ça c'est rien. Donc il y a du déni, voilà, en psychiatrie comme dans le reste de la médecine. Alors, donc le malade psychiatrique, c'est un malade qui est en rupture du fait d'une souffrance en lien avec son intériorité. Alors le malade pédopsychiatrique, c'est là qu'il y a le problème, et que je trouve qu'il va signer tout de suite, en fait, la différence avec la psychiatrie adulte. Et votre master, ça a à voir avec de l'éthique, eh bien je crois qu'il y a une distinction de nature éthique. Et ça, les collègues psychiatres pour adultes ne le voient pas. Et les pédiatres le voient parfois, mais pas toujours. Et vous savez notamment qu'il y a eu une jeune adolescente anglaise qui a demandé à bénéficier d'une euthanasie et ses parents ne voulaient pas et ça a dû être tranché par leur espèce de cour suprême, etc. Donc il y a eu un débat éthique. Est-ce qu'une adolescente avec une maladie incurable, est-ce qu'elle a le droit de demander? Donc vous voyez, c'est un sujet humain qui a une plainte ou qui n'en a pas, en tout cas, mais la société ne l'écoute pas forcément. Ça, c'est un problème éthique. Alors, c'est vraiment un problème éthique de la vie de tous les jours, par exemple. On prescrit des médicaments, à partir de quel âge? Alors, moi, je demande toujours aux patients, bon, alors s'il a 5 ans, c'est pas, je lui dis, tu vas prendre un médicament, voilà, c'est pas grave. Mais dès qu'ils sont à l'école primaire, à partir du CE2, etc., je dis, voilà, alors qu'est-ce que tu en penses? Il y a ça, bon. Mais, en gros, il n'a pas tellement le choix, quoi. Hein. D'ailleurs, il le sait qu'il n'a pas le choix, c'est intériorisé. Mais vous avez un ado de 16 ans en face de vous, c'est pas pareil. Hein. Tu dis, voilà, t'as ça comme problème, il y a un médicament, s'il dit, je veux pas prendre de médicament, moi je lui dis, d'accord, hein, tu veux pas prendre ton médicament, tu prends pas ton médicament, c'est toi qui décides. Hein. Et j'ai mis arbitrairement une limite à 15 ans. Alors, ça dépend, ça fluctue en fonction des adolescents. Mais alors, aucun texte ne statue là-dessus, rien du tout. Alors, en tout cas, pourquoi il y a un problème? Parce que, en fait, je vous le disais, plus de la moitié de mes patients, hyperactifs, autistes, etc., quand ils viennent me voir en consultation, je commence par leur dire « Ah, salut, alors ?» Il y a la famille. « Et alors, pourquoi tu viens me voir aujourd'hui ?» Alors ils me regardent, et puis ils regardent leurs parents, ils me disent « Ah mais je sais pas !» Alors les parents sont là « Mais si, on en a parlé, etc. On en a parlé dans la voiture, tu sais ce que tu dois dire et tout ça. » Mais en fait, lui, il sait pas. C'est pas parce qu'il n'est pas timide, mais c'est parce qu'un enfant hyperactif qui a 6 ans, il comprend pas pourquoi être hyperactif, c'est quelque chose. C'est lui, il se sent bien. Alors bien sûr, sans arrêt, on lui dit qu'il bouge trop, c'est désagréable. Et bien sûr, si ça dure longtemps, tout le monde va le détester, il va être malheureux, il va être un échec. Mais pour l'instant, là, le sujet que j'ai en face de moi, il n'y a pas de plainte. La plainte, elle est ailleurs. Et c'est pour ça que ce que je vous propose comme définition d'un patient pédopsychiatrique, c'est le lieu d'expression d'une plainte collective. C'est une plainte collective qui vient de l'école, des grands-parents, des voisins, de la société. Lieu d'expression d'une plainte collective, focalisée sur un enfant ou un adolescent, en rapport avec son intériorité ou son comportement. Et alors, vous voyez, c'est que
en entretien du coup. Ça n'a rien à voir avec un entretien en psychiatrie pour adultes. Moi, j'ai affaire à une plainte collective. Et le truc, c'est que bah, si je propose un soin, alors parfois le soin est collectif, hein, une thérapie systémique, une thérapie familiale, c'est un soin collectif qui colle exactement avec la plainte. Mais parfois, si je propose une TCC ou un médicament, bien sûr, le médicament, c'est pas la famille qui le prend, c'est l'enfant. Et donc vous voyez le décalage qu'il y a entre, en fait, ce qu'est le malade pédopsychiatrique, et c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment une petite communauté qui vient me dire « ça va mal docteur, aidez-nous ». Mais en fait, ils disent « aidez-le ». Et puis, c'est derrière ces mots qu'il y a marqué « aidez-nous », parce que bien sûr que les parents vont pas bien quand leur enfant va pas bien. Et les frères et sœurs aussi, bien sûr. Donc c'est « aidez-le », mais c'est « aidez-nous ». Et donc vous voyez, et alors comment on parle de tout ça? Alors bien sûr, je vais m'intéresser aux symptômes, mais les symptômes, ils sont dilués dans la famille. Vous imaginez bien hein, qu'un enfant hyperactif, en fonction de la famille, ça va pas être pareil. C'est juste évident. Et bien ça, beaucoup de nos collègues psychiatres pour adultes ne comprennent pas que c'est différent. Ils disent, mais oui, mais nous on a des couples parfois. Mais non, mais eux, ils ont un adulte en face d'eux qui a un statut de sujet souffrant. Alors parfois il est déprimé, tellement déprimé qu'il est mélancolique et que voilà. Mais c'est pas le plus fréquent, c'est ça qu'on ne voit pas. Si vous allez dans la salle d'attente d'un psychiatre en libéral, vous ne verrez pas de différence avec la salle d'attente d'un comptable. Les gens, ils sont des sujets pensants. Voilà, ils sont là. Et vous discutez avec eux, et puis vous ne verrez pas qu'il est agoraphobe, qu'il a un TOC. Ça ne se voit pas. Voilà, alors ça c'est le malade. Ben, ça c'est le cœur du sujet. Et vous voyez, une fois qu'on a déjà dit ça, ça simplifie beaucoup les choses. Alors après les maladies. Alors c'est très intéressant parce que il y a un semi-consensus international sur ce qu'est une maladie. Maladie, ça serait un syndrome avec une valeur thérapeutique et pronostique ainsi qu'une étiologie. Je suis sûr que vous avez tous appris ça. C'est pas la seule définition. C'est au niveau de l'étiologie que ça coince. Il y a des pays où il y a des textes, on dit, avec une lésion. Parce qu'en fait, l'étiologie, vous savez, l'étiologie, c'est la cause de la maladie, en gros. Le problème, c'est que dans la plupart des maladies, les causes des maladies, on n'en sait rien. Prenez une leucémie aiguë lymphoblastique. Quelle est la cause d'une leucémie aiguë? On n'en sait rien. Pourtant, la leucémie, c'est une maladie. Mais on va dire que c'est une maladie parce qu'il y a une lésion, c'est-à-dire il y a un clone lymphocytaire ou lymphoblastique qui prolifère, c'est la lésion. Alors bien sûr, en psychiatrie, si on attend d'avoir des lésions pour dire qu'il y a des maladies, c'est compliqué. Alors, il y a les histoires des étiologies. Alors, en fait, figurez-vous, en fait, il y a un malaise autour de ce truc. C'est pas vrai que la définition d'une maladie, c'est ça. C'est juste pas vrai. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les médecins disent, mais c'est pas vrai. Une maladie, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes, c'est-à-dire, vous savez, ça vient vraiment de l'histoire de la médecine, des textes d'Hippocrate. Hein. Vous savez, Hippocrate, il y a 2500 ans en gros, quoi, avait vu plein de tableaux cliniques qu'on voit toujours. Hein. Et comment il le faisait avec les yeux, quoi. C'est-à-dire, il voyait, à force de voir des milliers de patients, des milliers de patients, des milliers de patients, vous voyez qu'il y a des patients qui se ressemblent. Comme il y a des roux, des bruns, des blonds, etc. Alors qu'en fait, il y a des blonds vénitiens, on dit, vous savez, entre blonds et roux. Mais voilà, mais il y a quand même des roux. Vous voyez, on met des mots sur des typologies d'individus. Ben, les médecins, depuis toujours, ils mettent des mots sur des typologies de symptomatologie. On appelle ça un syndrome. Et les médecins adorent ça. Et il y en a qui sont super forts. C'est un don. Il y a des médecins qui voient comme ça, qui voient les syndromes. Donc le syndrome, c'est clair. C'est clair. Mais après, il y a une mythologie associée au syndrome. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'Hippocrate avait une mythologie aussi. Hein, la théorie des humeurs, etc. Il y a un baratin autour du syndrome. Et ce baratin, c'est très important. Pourquoi? Parce que je vous le disais tout à l'heure, nos patients, ils veulent trouver du sens. Ils sont perdus. Quand on est malade, on est désespéré. Quand on est en rupture, comme ça, et qu'on va voir un médecin, on est désespéré.
Et une part du travail du soignant, c'est de gérer ce désespoir, et on peut gérer ce désespoir en mettant du sens. Et en fait, on le fait, on explique. C'est-à-dire, on va dire, ah ben, vous venez, vous avez mal là, ben vous avez une colique néphrétique, c'est-à-dire, vous avez un caillou qui s'est coincé dans les uretères, ça fait gonfler les parois qu'il y a autour du rein, et ça fait super mal. Mais vous allez voir, un, on vous donne un anti-inflammatoire, ça va marcher, et deux, ben on va attendre que le caillou il descende, et quand il descendra, la pression baissera et vous irez mieux. Oui, ça y est. Je sais, il n'y a plus d'angoisse, j'ai une représentation et je vois quelqu'un qui sait encore mieux, et pour lui, la représentation, c'est clair. Mais en fait, c'est une mythologie, parce qu'en fait, personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. C'est une mythologie rationnelle. Rationnelle parce qu'elle a été étayée par une sémiologie, et puis des travaux scientifiques publiés dans des revues internationales à comité de lecture, qui ont montré que souvent, quand on avait ce truc-là, alors c'était un caillou qu'il y avait dans le rein. Voilà. Mais c'est une mythologie parce qu'en fait, le plus souvent, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans le patient qui va mal. Donc c'est très important ces mythologies, un, pour expliquer aux patients, et deux, parce que dans ces mythologies, quand elles marchent bien, en fait, il y a des gens, ils disent, il y a les causes des maladies. C'est pas vrai là aussi, c'est une escroquerie intellectuelle, il n'y a pas des causes, il y a des conditions nécessaires, réversibles à la souffrance. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, quelle est la cause, le malade il a la colique néphrétique. La condition nécessaire de la colique néphrétique, c'est l'obstruction des voies urinaires, qui mettent en tension ce qu'il y a en amont. Et ça fait mal. Et c'est une condition nécessaire réversible. Si je vire ce qui fait obstacle, la douleur va céder. Et ce n'est pas forcément la cause. La cause, ça peut être le patient, il mange trop de nourriture déséquilibrée, le patient, il a une vulnérabilité génétique à faire des cailloux, etc., etc. Le patient, il ne boit pas assez. Vous voyez, les causes, il y en a plein. Il y a de vieilles histoires philosophiques autour des causes. Et donc, du coup, quand les médecins parlent de causes, en général, ils voient midi à leur porte. Non, il y a une condition nécessaire, réversible. Et le médecin, en fait, cherche sans arrêt des conditions nécessaires, réversibles. Ce qui est fantastique, c'est le microbe. Voilà, la bactérie. Il y a une tuberculose, il y a une syphilis. C'est des tableaux cliniques spectaculaires. Hein. Vous savez, la syphilis, c'est extraordinaire, c'est un mythe à soi. Mais il y a un microbe. Vous voyez, alors, quelle est la cause de la syphilis? Ah, le tréponème. Ben non, c'est quand même aussi la sexualité. Hein. Ah oui. Donc, mais le tréponème est la condition nécessaire. Et c'est fantastique parce que vous mettez de la pénicilline, ça tue le tréponème, terminé. Ça marche. Alors en psychiatrie, les conditions nécessaires, c'est un peu compliqué, mais bon, on a ça aussi. Hein. Mais d'ailleurs, vous savez, il y a en cardiologie, on fait un infarctus. Pourquoi? On a bouché le caillot. Mais une fois que le caillot il a bouché l'artère, on va déboucher en mettant un stent, quoi. Hein. Mais voilà. Alors il y a le cholestérol, le diabète, etc. Nous c'est un peu pareil, si vous voulez. Quelqu'un a un état anxieux, avec des idées suicidaires, etc. On va gérer les symptômes. Et après, il a été abusé sexuellement, c'était une condition nécessaire. Alors le problème, c'est qu'elle n'est pas réversible. Mais parfois en pédopsychiatrie, on a une famille dysfonctionnelle, et c'est une condition nécessaire, et c'est partiellement réversible. On peut dire, écoutez, ça va mal, la famille, elle fonctionne pas bien. Vous voyez, quand vous faites ça, ça fait du bien à personne. Et on travaille, et ça va faire que ça va aller mieux. Et voilà, c'est pas si différent que ça, sauf que les mythologies des maladies psychiatriques, les mythologies rationnelles, alors là, c'est compliqué, et on va y venir. On va y venir très vite. C'est compliqué de construire une mythologie d'une maladie psychiatrique. C'est plus compliqué que pour une colique néphrétique.
Alors ça, c'était pour la maladie. Alors après, en psychiatrie, je vais passer très vite. Il y aurait la notion de santé et de santé mentale. Alors là, franchement, c'est un bazar. C'est le bazar parce que, bien sûr, vous connaissez tous la définition de la santé, de l'OMS, l'état de bien-être, etc., etc. Ou un collègue addictologue bordelais m'avait dit un jour en jury de thèse, ah oui, à part un orgasme ou un shoot d'héroïne, je vois pas comment c'est possible. Donc cette définition d'ailleurs, elle est complètement absurde et c'est fascinant de voir pourquoi l'OMS a choisi une définition absurde. C'est très intéressant. Alors, au niveau de la santé mentale, c'est intéressant aussi. L'OMS a proposé une définition de la santé mentale très proche de la santé, c'est-à-dire il y a du bien-être, mais il y a aussi réalisation de soi et en fait fournir un travail productif. Alors là, vous voyez un peu le truc. L'OMS qui dit que la santé mentale, c'est être capable de fournir un travail productif. C'est pas des blagues. Hein. Vous pouvez chercher sur Internet. Je crois que c'est en 2001 qu'il y a eu cette définition. C'est hallucinant. En tout cas, alors, on pourra y revenir si vous voulez. Il y a eu d'autres tentatives de définition de la santé mentale, pas si mal que ça, par l'Association européenne de psychiatrie. Cette définition est très peu connue. Un état dynamique d'équilibre interne. État dynamique d'équilibre interne. Alors, ça ressemble un peu à la définition de la santé qu'avait donnée Le Riche, un vieux chirurgien du début du XXe siècle, où il disait « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». Vous voyez, c'est quand, en fait, on ne se rend pas compte qu'on vit, alors c'est qu'on est en bonne santé. Ben, ça serait un peu pareil pour la santé mentale, vous voyez, un état dynamique d'équilibre interne. C'est-à-dire, en gros, et là où c'est quand même intelligent, c'est équilibre interne, donc c'est le silence, mais quand même état dynamique, parce que si vous êtes à l'équilibre complètement, c'est terriblement chiant. Donc en fait, c'est pas bien. Donc ils ont mis les deux, mais c'est un peu un paradoxe, si vous voulez. Comment être dans un état dynamique, d'équilibre interne, c'est un peu compliqué, mais c'est pas si mal. Alors, là je vais rentrer, il y a le mot handicap psychique. Et alors vous savez hein, qu'avant le handicap c'était altération du fonctionnement et puis maintenant le handicap c'est l'incompatibilité entre un humain et la société. Et en psychiatrie il y a ça. Hein. Voilà, l'autisme c'est l'incompatibilité avec ma neuroatypicité. Je suis différent en tant que sujet pensant. Et la société, ben, elle accepte pas ma différence. Alors l'hyperactif, typiquement l'hyperactif, il bouge trop, l'enfant bouge trop, c'est incompatible avec le fait que en classe, ben, il y a 25 élèves ou 30 en CO2, eh ben, il faut qu'ils restent assis. Et à tel point d'ailleurs que j'ai des patients qui doivent prendre de la Ritaline et quand ils passent dans une école Montessori, ils n'en ont plus besoin. Alors, ça ne veut pas dire que Montessori c'est bien. Je n'ai pas dit ça. Pour certains élèves, c'est bien, pour d'autres, c'est une catastrophe et réciproquement. Mais quand même, j'ai des exemples de patients qui, quand ils vont dans une école Montessori, n'ont plus besoin de traitement. Ce qui montre bien que c'est un peu une incompatibilité entre l'enfant et la société. Alors, j'en arrive maintenant, puisque l'heure tourne, aux questions du savoir. Quel savoir pour construire la psychiatrie et la pédopsychiatrie ? Et alors là, c'est, si vous voulez, c'est un vrai sujet passionnant et qui, à mon avis, est le symptôme, pour le dire vite, hein, bah, c'est les neurosciences, ah, mais il y a l'épidémiologie, bah oui, mais c'est pas pareil, alors, ah oui, mais il y a la psychanalyse aussi, alors la psychanalyse c'est quoi? Ah oui, non, mais c'est moyenâgeux, ils racontent n'importe quoi, c'est pas de la science, c'est des gourous, ah mais ouais, mais c'est quand même marrant ce qu'ils disent quand même, hein, c'est quand même, ça parle, hein. Ah ouais, mais alors, et voilà, donc il y a un gros bazar, finalement, quel est le savoir derrière la psychiatrie et la pédopsychiatrie? Quels sont les savoirs même? Ben, je vais revenir sur les histoires de mythologie. Parce que je pense que c'est très éclairant. Vous savez, une mythologie, c'est un récit qui explique, c'est un récit structurant d'une société, qui explique d'où on vient, ce qu'on est, etc. quoi. Ça nous permet de vivre ensemble. Alors avant, il y a plus de 1000 ans, les mythologies, quasiment partout, étaient spirituelles. C'est-à-dire, en fait, les grandes questions de l'existence étaient résolues par Dieu
et le roi, et en général le roi étant en communication directe avec Dieu. Et donc d'où on vient, bah, c'est la Genèse, il y a un livre, hein, voilà. Et pourquoi il y a un tremblement de terre? Parce que Dieu s'est fâché, parce qu'on avait été vilain, et etc., etc. Alors, bien sûr, c'est très efficace, d'ailleurs même en psychiatrie, hein. Croire en Dieu, ça protège du suicide, des addictions, etc. Donc c'est une mythologie, c'est un récit qui peut, d'ailleurs qui est sous-exploité. Hein, en médecine, il y a un tabou, et ça va se comprendre dans 2 minutes. Donc mythologie spirituelle. Mais bien sûr, le problème avec les mythologies spirituelles, c'est que, un, les guerres de religion, ce qui sont quand même moyennement drôles, et puis deux, le fait que Dieu, il est où, quoi? On aimerait quand même avoir une preuve de l'existence de Dieu. Alors il y a eu des tentatives, mais c'est jamais complètement satisfaisant. Et donc il y a des gens qui, à un moment donné, ont dit ça suffit, Dieu, il n'existe pas, voilà. Et donc on a changé de mythologie, et pour le dire vite, à partir du XVIIIe siècle, quoi, hein, la modernité, il y a une mythologie rationnelle. Mythologie rationnelle qui est le mariage de la philosophie classique avec la science. Avec du coup, qu'est-ce qui explique tout ce qu'on voit? Il y a des atomes, les atomes ça forme des molécules, les molécules ça forme des cellules, les cellules ça forme des êtres vivants, parmi les êtres vivants il y a des hommes qui ont un cerveau, et voilà, tout est expliqué, on explique la nature, la planète, l'homme, la pensée. Et d'où viennent les origines? Le Big Bang. Et puis voilà. Et puis c'est extrêmement efficace puisque grâce à ça, il y a eu la révolution industrielle, la technologie, et puis grâce à ça, on peut se parler en cours à distance. Donc ça marche. Et puis d'ailleurs, on apprend ça à l'école et vous en êtes toutes persuadées, alors que vous n'avez jamais vu un seul atome de votre vie, et vous n'en verrez sûrement jamais. Mais vous y croyez. Vous êtes... voilà, c'est juste évident. C'est juste évident que c'est comme ça. C'est évident en tant que sujet rationnel, vous dites, oui, nous sommes comme ça. Vous, mais figurez-vous que sur Terre, il y a plein de gens qui ne pensent pas la même chose que vous. Et puis, mais ça, on va dire, ils ont tort. C'est comme la Terre est ronde, la Terre est plate, voilà. Mais ce qui s'est passé, et on a complètement sous-estimé ça, c'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. Alors, à la fin du 19e siècle, il y a un psychiatre, un économiste sociologue, et un philosophe qui ont tous transformé, c'est symbolique ce que je dis, hein, transformé cette mythologie. C'est que, alors il y a un philosophe qui dit, tout savoir n'est qu'interprétation. En fait, il n'existe pas de savoir absolu, tout savoir c'est une interprétation. Donc le savoir est relatif. Alors vous voyez, ça empêche, c'est un énorme coup à la mythologie rationnelle. Hein. Si tout savoir en fait est lié à celui qui sait, c'est très compliqué de construire un savoir rationnel. Deuxième point, il y a le psychologue, le psychanalyste, qui lui dit non mais en fait, les humains ne sont jamais au clair avec ce qu'ils désirent. Et souvent, ils disent qu'ils veulent quelque chose et ils font le contraire. Donc ça veut dire que l'humain n'est pas rationnel. Si on dit qu'on veut quelque chose et qu'on fait le contraire, on n'obéit pas au principe de non-contradiction, nous sommes irrationnels. Bien sûr, ça c'est la psychanalyse. Le sujet de la psychanalyse est irrationnel. Et c'est ça qui construit le cœur de la pratique psychanalytique, c'est de gérer, de mettre du sens là où il y a de l'irrationnel, c'est-à-dire de la contradiction. Et ce qui fait que le sujet va mal. Il dit, mais pourquoi je fais ça sans arrêt? Pourquoi mon couple, je le balance alors que je suis bien dans mon couple? Il y a plein de chansons, de livres, de films là-dessus. Hein, Et puis il y a l'économiste qui dit, non, l'universalité ça n'existe pas, il y a des classes sociales, il y a les bourgeois, les prolétaires, et puis on peut même rajouter, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les homosexuels, il y a les transsexuels, il y a les hétérosexuels, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a ceux qui sont athées. Donc il y a des classes et en fonction des classes, on a un mode de vie commun, une rationalité encapsulée dans une classe, qui n'est pas forcément compatible avec la rationalité dans les autres classes. Ces trois individus, de mon point de vue, construisent une mythologie rationnelle qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la postmodernité.
Et figurez-vous que la psychiatrie, elle est coincée entre ces deux mythologies. Elle est coincée entre une mythologie rationnelle, parce que la psychiatrie vient du monde de la médecine. Et la faculté de médecine, le credo, c'est la mythologie rationnelle. Mais il y a la société, et la société, ben en fait, ben oui, mais c'est vrai qu'un hyperactif, il est différent. Un autiste, il est différent. Dans le cadre d'une interprétation postmoderne, c'est pas des malades, c'est des gens différents. Comme un homosexuel est différent. Un autiste n'est pas différent d'un homosexuel au sens de la postmodernité. Alors, ça va poser un problème énorme, c'est que le choc des deux déclenche une catastrophe. Et la catastrophe aujourd'hui, elle est entre Greta Thunberg et les troubles neurodéveloppementaux. C'est que pour les psychiatres, pédopsychiatres qui sont dans leur mythologie rationnelle, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement, alors je vais vous dire exactement, voilà, l'autisme est un déficit fonctionnel en lien avec la maturation du système nerveux central. Déficit fonctionnel en lien avec la maturation du système nerveux central. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui disent, bah oui, c'est normal, l'autisme c'est en lien avec la maturation du système nerveux central, c'est juste évident. Et alors même plus loin, hein, dans la définition de Michael Rutter, dans son livre, énorme livre, là, qui est un peu le pavé de référence de la pédopsie, il met, c'est un fonctionnement déviant. Deviant functioning, page 33, ligne 10, incroyable, incroyable. Donc l'autiste, problème de maturation du système nerveux central avec un fonctionnement déviant. Et de l'autre côté, vous avez Greta Thunberg qui tweet « Je suis autiste ». Et je suis différente. Et c'est vrai qu'avant, ça me posait problème, j'étais malheureuse, j'ai même eu un trouble du comportement alimentaire, etc. Je révèle rien de secret, hein, c'est ces tweets. Sauf que Greta Thunberg est l'emblème de celle qui va sauver la planète. Et donc vous avez aujourd'hui une jeune femme qui est l'emblème de la personne qui sauve la planète, et de l'autre côté, vous avez les pédopsychiatres qui disent qu'elle a un problème de maturation du système nerveux central et un fonctionnement déviant. Alors voilà, et c'est là que vous voyez, il y a un choc de savoir, il y a un choc de mythologie, et derrière les mythologies, il y a des sciences avec des savoirs. Et effectivement, la mythologie rationnelle, c'est les neurosciences et les sciences cognitives. Et puis c'est vrai, mais c'est quand même compliqué, le sujet pensant, le cerveau c'est compliqué, donc on n'y arrive quand même pas complètement, hein. Et donc on fait appel aux statistiques, parce que les statistiques, c'est rationnel aussi, mais c'est juste des associations que l'on trouve entre des variables. Et donc je vous disais, croire en Dieu, ça protège du suicide et de l'alcoolisme. Ça marche moins bien pour les protestants. C'est des relations. Alors le DSM était un peu vu comme ça, vous voyez, c'était un peu une décision. Vous connaissez le DSM, j'imagine, Steve est un grand spécialiste du DSM, donc je suis sûr qu'il vous en a parlé. C'était un peu une tentative, justement, de... vous voyez, dans les classifications pédopsychiatriques, au début, on avait des classifications, on en avait plein, et névrose, psychose, perversion faisaient partie d'une mythologie irrationnelle. Et donc ça dérangeait. Et donc le DSM, c'est une tentative de mythologie rationnelle, mais plutôt statistique. Donc mythologie rationnelle, on a les neurosciences et les statistiques qui se chamaillent sans arrêt, hein. Ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Parce qu'on peut être dans une mythologie rationnelle, mais on peut ne pas être d'accord, hein. La rationalité peut susciter des tensions. Et puis vous avez la psychanalyse, la sociologie, etc., qui construisent un savoir, en lien avec une mythologie irrationnelle, avec des propositions de soins qui paraissent complètement bizarres et complètement différentes de ce que proposent les mythologies rationnelles. Alors, on a les thérapies psychanalytiques, mais on a aussi l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie est le produit thérapeutique direct d'une mythologie rationnelle de la psychiatrie. Alors, vous pourriez vous dire, ah oui, c'est bien la preuve que ça ne marche pas.
Hein, l'antipsychiatrie, c'est la catastrophe, et les mythologies rationnelles, comme c'est irrationnel, c'est la catastrophe aussi. Eh ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple. L'antipsychiatrie a été une catastrophe, mais balancer des médicaments à tout le monde, ça peut aussi être une catastrophe. Et dans l'antipsychiatrie, il y avait des choses pas mal. Le fait de se dire, mais jusqu'à quel point le patient n'est pas un patient construit par la société, c'est pas complètement débile, hein. Alors, il y a eu des abus, mais voilà, dès qu'il y a des abus dans les soins, ça marche mal. Mais l'antipsychiatrie, d'ailleurs, on commence à avoir, maintenant que le débat est un peu apaisé, on commence à avoir des textes de thérapie institutionnelle, il y avait l'antipsychiatrie, etc. Et en fait, c'était pas que des imbéciles qui faisaient de l'antipsychiatrie, hein. Il y avait des gens qui avaient une vision avec des aspects intéressants, en tout cas, dont on pourrait se servir pour construire un soin innovant. Et d'ailleurs, au passage, hein, c'est intéressant, vous savez quelles sont les pistes thérapeutiques les plus prometteuses en 2021 dans le domaine de la psychiatrie. Un, c'est les psychothérapies assistées par smartphone. Deux, c'est les psychothérapies augmentées par hallucinogènes. C'est quelque chose de potentiellement révolutionnaire. Avec la psilocybine, le LSD, etc. Eh bien, figurez-vous que, en fait, les produits existent depuis 50 ans, et il y a des papiers qui commencent à être écrits en disant que ces produits, on ne les a jamais vraiment testés en tant que soins, parce qu'ils relevaient d'une mythologie irrationnelle, quoi. Les gens déliraient, donc c'est mal. Et là, on se rend compte qu'en fait, y a des cas cliniques qui sont guéris extrêmement rapidement, des cas cliniques résistants avec des produits comme ça. Alors, c'est très délicat d'utilisation, il faut que ça soit encadré, etc. Mais c'est absolument... alors que les neurosciences, il faut être honnête, n'ont pas donné tellement de thérapeutiques intéressantes dans les 30 dernières années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein. Peut-être qu'il y en aura, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc vous voyez, les savoirs en psychiatrie, c'est... Alors j'allais dire, c'est plus compliqué qu'en cardiologie. Oui et non. Oui, parce qu'on le voit. On le voit. Parce qu'en cardiologie, où est le problème aujourd'hui? Ben, le problème, c'est que les gens qui sont hypertendus, ils ne prennent pas leurs médicaments. Pourquoi ils ne prennent pas leurs médicaments? À cause d'une mythologie irrationnelle, hein. Ah mais non, mais c'est une salle... Ben, regardez la vaccination en ce moment, hein. Les théories du complot relèvent de mythologie irrationnelle, hein. Et donc même en cardiologie, on a ces chocs. Sauf que la cardiologie, c'est une spécialité d'organes. Donc elle a les deux pieds dans la rationalité. L'organe, il est là, il y a une physiologie, il est là. Mais dès qu'on sort de l'organe et qu'on prend le patient, l'irrationalité revient. Alors en psychiatrie, il y a une tentative, c'est de dire c'est le cerveau. Alors à ce moment-là, c'est de la neurologie, si c'est le cerveau. Mais si on revient à ce qu'on disait, la psychiatrie, c'est la discipline médicale qui s'intéresse à la souffrance dans l'intériorité, on est obligé d'avoir un feuilletage de savoir. Et dans ce feuilletage de savoir, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y en a qui relèvent de mythologie rationnelle et d'autres de mythologie irrationnelle. Et la cohabitation des deux est vraiment délicate. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est très difficile de faire cohabiter des psychanalystes avec des neurobiologistes. C'est très difficile, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, hein. C'est parce que y en a qui ne peuvent pas accepter le fait qu'il n'y ait pas de principe de contradiction, et il y en a pour lesquels l'absence de principe de contradiction, de non-contradiction, est consubstantielle de l'humanité. Les deux se construisent là-dedans. Et du coup, quand on les met en face, c'est très difficile. Alors, il me reste 5 minutes là. Parmi les vrais enjeux du futur, quoi, de la construction d'une pédopsychiatrie moderne, il y a prendre conscience de tout ce que je viens de dire. Voilà, il faut le dire, il faut l'écrire, il faut le dire, et il faut en discuter.
au sein de la pédopsychiatrie, au sein de la psychiatrie et en dehors. C'est pour ça que notre rencontre d'aujourd'hui m'intéressait particulièrement. Donc, un, faut en parler. Il faut qu'on soit d'accord. Deux, faut voir d'où on vient. On vient d'une histoire alors, là aussi, c'est une spécificité de la pédopsychiatrie. C'est que la pédopsychiatrie vient du monde du judiciaire, du monde du pédagogique et du monde du soin. Vous voyez, du judiciaire parce qu'il y avait des enfants délinquants. Du pédagogique parce que tous les enfants vont à l'école et bien sûr quand on a un problème psychiatrique ça peut être plus compliqué. Et du soin parce qu'il y a la psychiatrie. Et donc en fonction des pays, la pédopsychiatrie est plus ou moins dans un des pôles. Et dans les trois pôles d'ailleurs ne s'aiment pas du tout. C'est toutes les tensions qu'il y a entre le monde du soin, le monde médico-social et tout ça. Hein. Donc d'où on vient. Et puis en France, il y a le secteur. Vous savez, la psychiatrie est sectorisée, la pédopsychiatrie est sectorisée aussi. La circulaire est venue peu après les années 70, pendant les 30 Glorieuses, à la fin, les 30 Glorieuses, où on était dans une période d'optimisme, où les systèmes de soins augmentaient, il n'y avait pas de pénurie de moyens. Et donc le secteur pédopsychiatrique, ça a été, nous allons soigner tous les enfants. Beaucoup de bienveillance, d'optimisme et de souhait de soigner la souffrance psychique des enfants. Le problème, c'est que c'est juste intenable, quoi. Les psychiatres, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne doivent pas soigner toutes les souffrances psychiques, juste ceux qui sont en rupture. On n'a pas à s'occuper des ruptures sentimentales, on est bien d'accord, hein, on ne va pas prendre des médicaments, en tout cas c'est mon point de vue. Après ça se discute. Hein. Mais donc nous ne nous occupons pas de toutes les souffrances psychiques, juste de certaines. Et puis de toute façon, sinon c'est pas tenable. Voilà, il y a un principe de réalité. Maintenant, on a une quantité d'argent limitée. Le système de soins français, c'est 12 points de PIB. C'est, après les États-Unis, le plus élevé de tous les pays. Peut-être qu'on pourra aller à 13 ou 14, mais jamais, sûrement jamais au-delà. Et donc du coup, si on a une quantité d'argent limitée, alors peut-être qu'il faut en piquer à la cancérologie pour la mettre à la pédopsie. Alors là, complètement d'accord. Hein. On pourra en discuter aussi. Il y a des arguments éthiques. Hein. Mais si vous voulez, ça ne fera pas des miracles. Hein. Et donc il faut savoir qui on soigne. Voilà, la grande question que les gens ont découvert en 2020, qui est quand même une question de soignant de tous les jours. Hein. Finalement, qui on soigne ? Qui on va suivre? On accueille tout le monde au moins une consultation, mais qui on va suivre? Voilà, et le troisième point, c'est la question de la désinstitutionnalisation, que je pense est un vrai sujet. C'est que vous savez qu'en psychiatrie, on a quand même, en ligne de fond, l'asile psychiatrique. C'est indissociable. Dans l'imaginaire, psychiatrie, hôpital psychiatrique. Alors, vous savez qu'on a beaucoup ouvert les hôpitaux psychiatriques, que pour les enfants, ça a été le cas, en particulier avec la création de l'intersecteur, mais que encore beaucoup d'enfants, avec des formes, notamment avec des formes d'autisme sévère, sont dans des structures d'hôpitaux de jour chroniques, etc., et que, peut-être que pour certains d'entre eux, ce n'est pas une bonne idée. Et là, on a quand même des travaux scientifiques qui montrent que l'institutionnalisation, c'est-à-dire laisser des enfants dans des institutions, globalement, c'est pas bon. Voilà, globalement, ça coûte cher. Et les outcomes, comme on dit, sont pas idéaux. Et donc, alors même si c'est désagréable, alors vous voyez, donc il y a la question de l'inclusion et tout ça, mais c'est pas si simple que le voudraient certains secrétaires d'État chargés des personnes handicapées. C'est qu'on a envie de dire, on vire toutes les institutions, on sort tous les patients, on les met tous à l'école. Ça non plus, c'est pas une bonne idée. On a des retours d'expérience et on commence à avoir des papiers qui disent que certains patients, non, ils souffrent en fait. Dans une cour de récréation, en fait, déjà la cour de récréation, bonjour les dégâts, hein, souvenez-vous, dans le genre univers impitoyable, c'est terrible. Alors si vous êtes différent, c'est terrible, et si vous êtes très différent, c'est juste l'enfer pour certains enfants. Donc il y a vraiment une réflexion collective que l'on doit avoir sur la question de la désinstitutionnalisation.